Bonsoir, merci à tous, à toutes et à tous d'être ici ce soir. On est ravis de vous accueillir sur ce campus cyber. C'est un campus sur lequel aujourd'hui on a déjà fait des interventions. Julien a été la dernière intervention cyber. En effet, MC2I est membre du campus cyber, d'où le fait de bénéficier de ces locaux pour organiser des événements. Le sujet dont on va parler ce soir est un sujet qui nous touche toutes et tous, puisqu'on va parler d'énergie. On dit souvent que l'énergie est un des fondements de notre économie. Force est de constater que depuis quelques années, celui-ci est fragile. Et donc, on va vous présenter au travers des présentations les différentes conséquences et installez-vous. Les différents enjeux et les conséquences de ce constat, ainsi que les solutions auxquelles nous, MC2I, contribuons au travers de nos missions. Et donc je vais laisser Henri vous commencer à vous présenter certains concepts. Merci Emilou. Du coup, pour introduire notre sujet et pour comprendre les problématiques qui pèsent aujourd'hui sur les réseaux d'électricité et de gaz, nous vous proposons quelques clés de lecture qui vous permettront d'identifier les principaux enjeux liés à la production d'électricité. Tout d'abord, vous serez en droit de me demander, mais qu'est-ce que la production d'électricité ? Très bonne question. La production d'électricité, c'est le processus de transformation de ressources énergétiques en une énergie dite consommable ou utilisable, donc dans notre cas l'électricité. Cette production, elle va passer par l'activité de centrales qu'on distingue en deux types différents. Tout d'abord, on trouvera les centrales dites pilotables. Ces centrales, leur production, elle pourra être ajustée à la hausse ou à la baisse afin de garantir un équilibre sur le réseau entre l'offre et la demande. La plupart du temps, l'activité de ces centrales impliquera l'utilisation de ressources fossiles comme le gaz, le charbon ou le pétrole et également l'énergie nucléaire. Le deuxième type de centrales existant, ce sont les centrales dites intermittentes. Pour ces centrales, la production dépendra à un instant T de la disponibilité des flux naturels nécessaires. Donc on parle du coup de solaire, d'éolien ou d'hydraulique. Et du coup, il n'existe pas de levier possible pour contrôler la disponibilité et les stocks à un moment donné. Ou alors si vous en connaissez un, faites-m'en part. Du coup, on a parlé donc parmi toutes ces énergies qui sont impliquées dans la production d'électricité, l'une d'elles a été particulièrement au cœur de l'actualité. Je ne vous apprends rien, on parle ici du gaz. Et quelle utilisation fait-on du gaz aujourd'hui ? Il y en a trois principales. La première, comme on l'a évoqué, c'est la production d'électricité via les centrales thermiques et qui représente aujourd'hui en France 12% de la production d'électricité. La seconde, c'est la production de chaleur, merci, destinée du coup au chauffage, chez vous ou chez moi. La production donc, de chaleur pour la cuisson également, pour se faire cuire une bonne pizza, ou encore pour l'eau chaude, une bonne douche après le travail. Et donc du coup qui sera à destination des particuliers comme des professionnels. En 2019, on estimait qu'encore 70% des cuisines françaises étaient alimentées au gaz. Enfin, la dernière utilisation du gaz, c'est pour l'industrie, comme dans le cas de la pétrochimie pour le raffinage par exemple, ou encore pour les véhicules qui fonctionnent avec du gaz naturel, comme carburant. Donc, comme vient de le dire Henri, les ressources en gaz et notamment en pétrole sont essentielles au bon fonctionnement des pays. Or, aujourd'hui, l'Europe et l'Union européenne font face à une crise énergétique. En effet, cette crise est due à deux causes. La première, d'une cause structurelle. En effet, de manière générale, l'Union européenne a pris pour habitude de puiser dans la mer du Nord. Or, aujourd'hui, les ressources se tarissent. On pourrait donc se dire, pourquoi ne pas se tourner vers de nouveaux gisements ? Eh bien, car les nouveaux gisements sont d'autant plus difficiles d'accès, difficiles en termes de logistique et coûteux. La seconde raison est une raison conjoncturelle, cette fois-ci liée à la guerre, donc à l'intervention militaire de la Russie sur le sol ukrainien. La Russie est intervenue pendant plus d'1 an et l'Union européenne a décidé d'imposer des sanctions économiques à la Russie. Suite à cela, la Russie a donc diminué progressivement ses exportations en gaz et en pétrole vis-à-vis de l'Union européenne. Maintenant, pour replacer un petit peu la Russie sur l'échiquier énergétique mondial, on va voir 3 chiffres marquants. Tout d'abord, la Russie est première réserve de gaz mondiale. Elle est également 3e productrice de pétrole, et enfin 6e productrice de charbon mondial. Maintenant qu'on a vu les causes et un petit peu les sources de cette crise, nous allons voir les conséquences.
Tout d'abord, de manière générale, lorsque des pays sont privés de leurs ressources en gaz, en pétrole et en hydrocarbures de manière générale, ils font face à une pénurie. Et cette pénurie peut être donc source de 3 options. La première serait donc de faire des économies d'énergie. La seconde serait, pourquoi pas, de trouver de nouveaux moyens de production alternatifs chez eux. Et la dernière serait donc de se tourner vers l'étranger afin de trouver de nouveaux pays exportateurs avec qui traiter. Mais on voit aussi que les conséquences ne sont pas toujours en termes de ressources, mais aussi financières. Et on voit aujourd'hui dans l'Union européenne que le prix du mégawattheure n'a jamais été aussi cher qu'en 2023. Alors après cette introduction sur les enjeux de la production d'électricité, de chaleur et de carburant, ainsi que sur les tenants et aboutissants de la crise, on va maintenant se poser la question sur le positionnement de la France dans ce contexte. Et pour pouvoir nous éclairer sur ces différents sujets, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Grégory Kotnarowski, qui va venir présenter. Bonsoir Grégory. Alors Grégory, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir. C'est bon, ça marche? Voilà, super. Bonsoir à toutes et tous. Merci, bravo, Grégory Kotnarowski, c'était vraiment parfaitement dit. PT, hein. Oui, je sais. Je sais que vous, d'ailleurs, vous pouviez avoir Jean-Marc Jancovici, mais vous avez dit on va préférer prendre quelqu'un d'origine ukrainienne, parce que pour le contexte actuel, a priori, ça marquait un petit peu plus. Donc je vous remercie d'avoir fait l'effort. J'ai dit à Jean-Marc qu'il pourrait repasser la prochaine fois sans problème, si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur. Grégory Kotnarowski, donc je suis enseignant-chercheur dans un établissement qui s'appelle l'ESTA, que vous connaissez évidemment toutes et tous, puisque ça veut dire l'École supérieure des technologies et des affaires, qui est basée à Belfort. Et si vous ne situez pas Belfort, c'est le poumon économique de la France, plutôt vers l'Est. J'ai une formation, formation de docteur en sciences de l'ingénieur et de docteur en sciences économiques. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets. Je travaille dans le cadre du programme d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure il y a une quinzaine d'années maintenant, où on parlait de rénovation énergétique des bâtiments bas carbone. En 2007, c'était avant le Grenelle de l'environnement, et quand je dis bas carbone en 2007, ça voulait rien dire. Je suis ravi que le contexte a changé. Vladimir, un de mes ex-compatriotes, m'a filé un bon coup de main d'ailleurs. Pardon, je parle avec beaucoup de second degré, j'espère que je ne choquerai personne. On doit parler un petit peu d'énergie, c'est ça? Oui, est-ce que tu peux nous éclairer justement sur la situation de la France vis-à-vis des importations russes? Est-ce qu'on est dépendant et comment on se situe par rapport à nos voisins? C'est une question d'actualité. Est-ce qu'on est dépendant du gaz russe? Oui, toujours, moins. Si on regarde, et a priori j'ai le droit même en plus de pouvoir utiliser la... Oups, évidemment, comme quoi on m'avait dit tiens, tu pourras utiliser le bouton retour, ça marche. Est-ce qu'on est toujours, donc déjà, quand on parle de France, c'est bien, mais vous l'avez remarqué, la France se situe dans l'Europe, et c'est rare qu'on parle uniquement en fait des importations à l'échelle nationale. C'est vrai qu'on en consomme, mais on est quand même très maillé pour l'électricité dont on a parlé juste avant, mais également pour le gaz. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement. À peu près la moitié du gaz que l'on avait en Europe venait effectivement on l'importait de Russie. Et puis, un effet conjoncturel de mes compatriotes a fait qu'on a commencé à réduire un petit peu la voilure. Donc, c'est vrai, à l'échelle européenne, vous voyez, on va dire à peu près 10%. J'adore parler en ordre de grandeur, hein, c'est ça que veut dire ordre de grandeur des énergies. Donc, si vous vous rappelez de 10%, ça sera très bien, c'est 9 si on est en valeur exacte. Et pour la France, on est passé de 17 à 9% si on ramène ça à l'échelle française. Ça veut dire que si on prend les Allemands, c'était quasiment la moitié. Si on prend la France, on est passé de 17 à 9. Donc est-ce qu'on est toujours dépendant du gaz russe? Oui. Est-ce qu'on est plus dépendant maintenant du GNL américain? Oui. Et est-ce qu'on a mis en place des leviers pour pallier justement à l'arrêt des exportations russes? On a mis pas mal de leviers en place. Certains dont on ne sait pas encore qui c'est nous ont peut-être même donné un petit coup de main. Il y en a qui ont fait un petit coup de main sur Nord Stream. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. On ne sait pas encore qui c'est. Commence à se préciser quand même. Donc on avait Nord Stream 1, celui-là il marchait, puis a priori il y a eu un problème technique qui fait qu'on a trouvé un moyen technique, structurel, de réduire nos importations de gaz russe. Les Allemands ont dit on ne certifie pas la mise en route de Nord Stream 2, ce qui est aussi un bon moyen de réduire nos importations de gaz russe. On a mis des taxes, des contraintes financières à la Russie pour essayer de réduire effectivement nos importations. Alors ça marche bien, maintenant ils le vendent au Qatar qui nous le renvoie après, ça permet d'avoir un intermédiaire supplémentaire pour augmenter le prix.
C'était quand même franchement bien joué. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place également? Et ça, c'est peut-être quand même le fond qui est le plus important. On essaye de réduire tout simplement notre consommation de gaz. Et c'est ça probablement le meilleur moyen de réduire notre dépendance à la Russie. Et on entend beaucoup parler du parc nucléaire français en ce moment. Comment on se situe? Quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'on va pouvoir répondre à la demande des Français? Alors, quand je parle avec mes collègues d'EDF, on a un adage assez classique, tout va bien. Ça, c'est le propre du secteur nucléaire. Moi, j'étais plutôt dans l'aval du cycle, je vous l'ai dit, j'étais sur le programme d'enfouissement des déchets radioactifs. D'ailleurs, vous inquiétez pas de ce point de vue-là aussi, tout va bien. Ça avance, c'est à peu près comme le PR, un peu d'inertie. Est-ce que le parc nucléaire va bien? Oui, ça va bien. Quelques problèmes de corrosion sous contrainte qu'on a vu arriver, on a vu arriver l'année précédente. Donc forcément, ça dégrade un tout petit peu le taux de disponibilité. Je crois que c'est des choses qui vont être abordées prochainement. Donc oui, un parc moins disponible. Il était quasiment à moitié arrêté, si on regarde en septembre dernier. En début d'année, EDF avait mis en place un programme de maintenance. Et donc c'était pas mal, on n'était plus qu'à 10 réacteurs arrêtés. Pour mémoire, il y a 56 réacteurs, depuis qu'on a fermé Fessenheim. Et maintenant, on a découvert qu'il y avait un petit souci à Penly et Cattenom. Vous inquiétez pas, c'est pas les principales, mais il y a quand même une fissure selon l'ASN qui est de 23 mm quand le tube a 27 mm de profondeur. Il reste 4 mm. Ça passera. On n'a pas encore de retour de l'ASN. Là, je viens de parler de choses qu'on a entendues il y a quelques jours. Il y a également quelques petits problèmes sur la mise en route de l'EPR 1. Ne vous inquiétez pas, on va lancer 14 EPR 2 d'ici 2050, en les commençant à partir de 2035. Il n'y a plus qu'à le faire. Et pour les réacteurs à neutrons rapides, vous inquiétez pas non plus, ce qu'on appelle les réacteurs de 4e génération. On avait fermé Superphénix. On a lancé Astrid, et la bonne nouvelle, c'est que notre président nous a dit qu'il allait relancer le programme de 4e génération. Et comment on peut relancer un programme? C'est quand on l'a fermé avant. Donc il a fermé Astrid, c'était le nom du programme en 2019, et donc je suis ravi que pour son second mandat, il a dit qu'il allait nous relancer le programme de 4e génération. Donc on aura peut-être un jour des réacteurs à neutrons rapides pour réutiliser un petit peu certains éléments du cycle nucléaire. Merci Grégory. On va laisser la main à Ibrahim. Oui, merci à tous. Je reprends. Bon, Grégory nous l'a dit, je vais le chiffrer un petit peu. Le parc nucléaire a été assez indisponible cette année. C'est 54% du parc qui a été indisponible versus 2015-2019, on était plutôt à 74%. C'était une année inédite. Il y a eu la crise d'approvisionnement du gaz, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le post-crise sanitaire, et pire encore, il y a eu un épisode de sécheresse cet été en France et puis en Europe au global. Ce qui fait que l'équilibre devient important. Et on va parler de cet équilibre-là dans cette partie-là. L'équilibre, c'est une balance. D'un côté, on a la production. Donc la production nucléaire, les énergies fossiles, les énergies renouvelables, ça a représenté 445 TWh cette année. De l'autre côté, votre consommation à vous et aux entreprises, c'est 459 TWh. Là, comme ça, la balance est déséquilibrée, évidemment. C'est grâce aux imports de 16,5 TWh qu'on est à l'équilibre. Ce qu'il faut savoir, c'est simple. L'électricité ne se stocke pas, ou quasiment pas. L'équilibre doit être à chaque instant. Et cet équilibre, il est représenté par une grandeur physique. C'est la fréquence. Donc il faut avoir, comme dans toutes les prises, on a du 220 volts à 50 Hz. Ce 50 Hz, c'est quoi? C'est une fréquence du réseau. C'est pas un choix anodin. Hein. Si on augmente un petit peu, on est sur des coûts de transport qui deviennent élevés. Si on diminue, on va être inférieur à la fréquence de l'œil, donc on verrait les ampoules scintiller. Donc il faut avoir fréquence égale à 50 Hz pour avoir notre équation production égale à consommation. On va imaginer un tout petit peu une centrale, c'est un cycliste. La turbine, c'est la force motrice du cycliste. La résistance du sol, c'est la consommation. Donc quand le cycliste pédale normalement, dans une centrale, une turbine tourne normalement, on est stable, on est à une fréquence de 50 Hz. Par contre, s'il y a une pente positive, la consommation augmente. Dans notre cycliste, il a une force de résistance, ça résiste. La turbine va ralentir, donc la fréquence diminue. C'est la même chose
Si on a une pente plutôt négative, le cycliste s'emballe, la turbine s'emballe, et donc la fréquence augmente. Et donc RTE, le responsable d'équilibre français, va avoir ce principe-là de maintenir la fréquence et de maintenir notre équation P égale C. Je le redirai beaucoup de fois, ne vous inquiétez pas, parce que l'important c'est de le retenir. Le responsable d'équilibre RTE, il est en coordination avec plusieurs responsables d'équilibre. Il y en a une centaine en France dans la DOAT, qui va les financer en fonction des écarts qu'il y a eu entre ce qui a été injecté et soutiré sur le réseau. Les responsables d'équilibre, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des fournisseurs d'électricité, ça peut être des consommateurs, ça peut être des tiers, des banques, des courtiers. Enfin, un peu tout le monde peut devenir un responsable d'équilibre. Mais ce tout le monde doit avoir une règle d'or. Maintenir dans son périmètre à lui notre P égale C, et tous les mégawattheures consommés doivent être égaux aux mégawattheures produits. Mais par contre, l'équilibre, il peut être impacté par plusieurs choses. Il peut être impacté par la météo, par les variations de consommation, par des aléas de production, comme en parlait Grégory tout à l'heure. Par la météo, pourquoi? Ça impacte les deux choses. Ça impacte le P, ça impacte le C. La production, parce que les énergies renouvelables vont dépendre de beaucoup de choses. Ils vont dépendre du vent, de l'ensoleillement, de l'hydraulicité, de beaucoup de choses météorologiques. La consommation. En hiver, on consomme plus, c'est logique. Moins 1 degré, c'est 2,4 gigawatts. Vous me direz 2,4 gigawatts, ça représente quoi? C'est 2 tranches nucléaires qu'il faut allumer, en fait, finalement. Donc la météo impacte quand même l'équilibre. Les variations de consommation quotidiennes. On consomme plus entre 8h, 13h, 18h, 20h. En hiver, c'est 20 gigawatts de plus, parce qu'on allume le chauffage, ou en période de canicule, par exemple, on va allumer la clim, si on en a chez nous. Et puis, les aléas de production, le phénomène de corrosion sous contrainte, qui est arrivé sur Civaux avec les fissures sur les différentes tranches. Et puis, d'autres aléas, DCC décennales, ce que demande un petit peu l'ASN aussi, et ce qui est normal. Et donc, dans ce cadre-là, il faut, finalement, trouver d'autres solutions. Et bien, les solutions, RTE va en avoir beaucoup. En tout cas, ça suffit pour l'instant. Elle va avoir plusieurs cartes à jouer. Soit augmenter l'offre, soit réduire la demande, soit activer une sorte de manivelle pour délester l'énergie. Augmenter l'offre, comment? Elle va aller voir tous les responsables d'équilibre, elle va leur demander « activez tout ce que vous pouvez ». Elle va importer de l'énergie. On a nos pays frontaliers qui sont bons amis, qui peuvent nous donner de l'énergie. D'ici 2026, l'Irlande nous donnera de l'énergie, on va s'interconnecter à eux. Et donc on arrive à importer de l'énergie. C'est ce qui nous a sauvés d'ailleurs cette année. Et réduire la demande, mobiliser les contrats d'effacement. Les contrats d'effacement, c'est simplement des contrats qui ont été faits avec des entreprises qui consomment beaucoup pour leur demander, en cas de crise, de diminuer ou d'arrêter net leur consommation. Deuxièmement, baisser la tension sur le réseau, de l'ordre de 5%. Parce que rappelez-vous, notre fréquence de 50 Hz, elle ne doit pas trop osciller, sinon on n'y arrive plus. Troisièmement, déclencher les alertes orange et rouge sur le système EcoWatt. C'est une application depuis novembre 2022 qui nous demande de réduire notre consommation et appelle aux éco-gestes citoyens, à la sobriété collective. Et donc ça permet quand même de gagner un tout petit peu. Et si on n'y arrive pas, finalement, en dernier recours, on active la manivelle, on demande à Enedis de délester. Délester, c'est couper de manière ciblée, de manière tournante, et pour réduire quand on n'y arrive plus. C'est différent d'une situation de blackout. Une situation de blackout, c'est une situation où notre fréquence de 50 Hz, elle oscille, on n'arrive plus à la retenir. Donc là, c'est vraiment ciblé. Et Enedis s'entraîne d'ailleurs assez fréquemment pour ces gestes-là. Finalement, tout ce réseau, tous ces acteurs, ils sont connectés de nous avec notre compteur Linky, qui remontant les données à notre fournisseur pour qu'il fasse le relevé de consommation, pour qu'il fasse la facturation et pour qu'il fasse beaucoup de choses. Et qui lui-même remonte les données à RTE, parce que RTE doit observer. Et de l'autre côté, toute la production, tous les actifs de production qui vont remonter aussi les données en temps réel à leurs différents responsables d'équilibre, qui eux-mêmes, par transparence, doivent remonter les données à RTE. Donc RTE est un petit peu au centre. RTE, c'est le chef d'orchestre, finalement. RTE, c'est le chef d'orchestre qui va maintenir notre fameuse équation, je l'ai dit beaucoup de fois, mais c'est important,
de P égale C et de fréquence de 50 Hz, ce qu'il faut retenir. On va illustrer ça avec des missions au sein d'MC2I, au sein de la DOAT, le responsable d'équilibre, et puis au sein d'Enedis pour garantir la qualité du réseau. Merci. Bien. Avant de nous pencher sur les missions autour de C3PO, revenons sur ce qu'est la DOAT. La DOAT, la Direction d'optimisation amont, aval et trading, est le responsable d'équilibre d'EDF. Afin d'assurer l'équilibre, elle a deux leviers. Le premier levier consiste à piloter la production au regard de la consommation. En effet, elle dispose de modèles lui permettant d'anticiper la consommation, mais également d'une panoplie d'applications lui permettant de mieux appréhender l'état du parc. Si le premier levier est insuffisant, elle dispose d'un second levier lui permettant d'acheter et vendre de l'énergie sur les marchés financiers. En effet, elle collabore étroitement avec EDF Trading afin de pouvoir monétiser l'énergie sur les marchés spot ou sur les marchés de gros. D'autre part, et enfin, la DOAT, comme tout responsable d'équilibre, a un devoir de transparence auprès de RTE, mais également auprès de leurs partenaires européens. En effet, il y a un engagement contractuel qui les oblige à devoir divulguer l'état du parc sous une fenêtre généralement relativement courte, généralement 30 minutes. Si le cas n'est pas respecté, on peut s'attendre à des pénalités financières s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc maintenant qu'on a parlé de la DOAT, parlons plutôt de C3PO, du coup, qui est une application sur laquelle on intervient chez MC2I. Alors le rôle de C3PO, c'est de collecter les données de production du parc EDF et de les mettre à disposition sous la forme d'une interface de supervision ou d'un tableau de bord. Donc l'application C3PO, elle est principalement utilisée pour suivre la production du parc et de permettre aux équipes d'optimisation d'ajuster et de programmer la production des différentes centrales. Donc ce pilotage en temps réel, il est rendu possible par un parc entièrement connecté qui s'inscrit dans une démarche d'IoT et qui garantit une grande réactivité dans le maintien de l'équilibre. En plus de cet aspect pilotage de la production, C3PO permet de répondre aux enjeux réglementaires de la DOAT. Donc en transmettant par exemple les données de disponibilité des moyens de production à RTE. Donc finalement, ce qu'on vient de voir, c'est que C3PO est vraiment central et critique au sein de l'écosystème et dans la chaîne de transmission des données, étant donné qu'elle fait le lien entre le producteur, le responsable d'équilibre et le gestionnaire du réseau. Comme on l'a déjà mentionné précédemment, on traverse une situation de crise. Forcément, le nombre de contraintes et d'aléas est supérieur. Et donc, il est d'autant plus important d'avoir à notre disposition des outils comme C3PO qui nous permettent de mieux appréhender l'équilibre du réseau. Cet équilibre ne peut être maintenu si le réseau n'est pas résilient. Une maintenance à la fois réactive et prédictive qu'opèrent RTE et Enedis grâce à leur noir du numérique, la data. Le compteur Linky chez vous, au-delà de permettre un suivi régulier de la consommation, il est aussi primordial pour maintenir la qualité du réseau. Mais comment ? Grâce à la collecte des données en temps réel, nous pouvons détecter les fluctuations dans les réseaux de transmission, les perturbations dans les lignes de transmission et les pannes d'équipement. Et là, on parle d'une maintenance réactive. Mais si nous pouvons aller au-delà, si nous pouvions prédire ces instabilités sur le réseau. Au sein de mon projet au Data Lab d'Enedis, on expérimente divers cas d'usage dont l'objectif est de maintenir le réseau d'une manière prédictive pour pouvoir éviter les risques de coupure et d'endommagement de l'infrastructure. Allez, imaginons un instant que Météo France nous annonce des risques d'inondation ou des crues dans une zone résidentielle comportant par exemple des hôpitaux. Grâce aux algorithmes que nous avons développés, nous pouvons anticiper les impacts sur le réseau de transmission et ainsi s'y préparer au mieux. Il faut savoir que les risques sur le réseau peuvent être aussi purement techniques. Je m'explique. En sortie d'une centrale nucléaire, la tension est très élevée et avoisine les 20 000 volts, bien loin des 220 volts que nous avons chez nous. Les lignes haute tension, dites HTA, acheminent cette électricité
Mais une transformation est nécessaire pour que les lignes basse tension, soit les plus proches de chez nous, puissent la supporter. Un transformateur opère cette transformation, mais par contre, quand celui-ci est vétuste ou mal paramétré, il peut rentrer dans ce qu'on appelle une butée, engendrant des pertes et empêchant toute transformation. Et donc, il faut trouver une solution. Donc la solution, c'est un de nos cas d'usage au sein de Data Lab d'Enedis, qui est de détecter ces situations de butée en récoltant les données en entrée et en sortie des 4400 transformateurs en France pour pouvoir réagir rapidement en cas d'écart significatif. Donc à présent, la partie fourniture. On l'a vu, le réseau bénéficie d'une foule d'outils à sa disposition pour optimiser son pilotage. Mais ces outils sont également des innovations qui nous bénéficient à nous autres consommateurs. Concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, grâce à un outil très simple qu'on va prendre comme exemple, le compteur Linky. On va faire un petit test dans la salle. À main levée, qui a un compteur Linky parmi vous ? Bon, si vous regardez un petit peu vos voisins, vous voyez qu'il y a une écrasante majorité de personnes qui possèdent un compteur Linky. Ce compteur Linky, il nous permet deux services qu'on va illustrer maintenant. Tout d'abord, le premier, le décalage de l'allumage des ballons d'eau chaude. Vous en avez certainement entendu parler au début de l'hiver. Pourquoi ? Finalement, un ballon d'eau chaude, ça consomme pas mal d'électricité. Et son allumage est décidé par le compteur Linky. C'est Enedis qui envoie un signal au compteur Linky pour déclencher l'allumage des ballons d'eau chaude. Et traditionnellement, ce signal était envoyé à midi. Sauf que la période méridienne est une période de consommation accrue sur le réseau, et dans un contexte comme le nôtre, c'est une tension dont on se passerait. Donc ce qui a été fait, c'est qu'Enedis a décidé de décaler l'envoi de ce signal de midi à 14h. Ce qui nous a permis, sur la même période de temps, de gagner l'équivalent de la production de 2 centrales nucléaires. Deuxième service, le monitoring jour par jour de sa consommation. Le compteur Linky est un compteur connecté, c'est-à-dire qu'il va nous aider, il va nous permettre de consulter nos données de consommation, que ce soit en kilowattheure ou en euros. Et grâce à l'historisation des données, on peut même comparer notre consommation actuelle avec la consommation de période passée. Par exemple, moi aujourd'hui, je peux comparer ma consommation de janvier avec celle de janvier de l'année passée. Et le fait aujourd'hui d'avoir accès à son historique de consommation d'énergie a permis de développer certaines solutions, tant pour les entreprises que pour les particuliers. On a recensé par exemple Opera et DeepKey, qui sont des plateformes qui aident les entreprises dans leur transition écologique et qui s'inscrivent dans la continuité du décret tertiaire qui oblige les entreprises à réduire progressivement leur consommation d'énergie d'ici 2050. Peut-être que vous êtes plus familier avec SOI, qui est une filiale d'EDF et qui propose une solution domotique qui permet de piloter plus efficacement votre consommation énergétique. On en a parlé tout à l'heure. Il y a également EcoWatt qui est piloté par RTE et qui est une application mobile qui donne une météo en temps réel de la consommation d'électricité en France. On va maintenant passer à un petit quiz, donc ça sera à vous de jouer. Donc la question est la suivante. De combien a augmenté le prix de l'électricité entre décembre 2019 et décembre 2022 ? Deux réponses possibles. La première, 150%, et la seconde, 700%. On va procéder par applaudimètre. Donc, ceux qui pensent ce soir que c'est 150%, je vais vous inviter à applaudir. Ne soyez pas timides. Chez MC2I, on est bienveillants. Très bien. Et qui pense ce soir que c'est 700% ? Je vous invite à applaudir. Vous êtes chaud ce soir. Ok. Donc, on est bien à 700%, mais comment expliquer finalement une telle explosion des prix ? Comment cela est possible ? Eh bien, il faut revenir à avant 2010, lorsque les prix de l'électricité étaient relativement stables, car régulés par l'État. Et en 2010, il y a eu le vote de la loi NOM qui a ouvert la concurrence sur le marché de l'électricité. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ? La loi NOM, elle met en place le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qu'on appelle aussi l'AREN. Concrètement,
les fournisseurs historiques, les fournisseurs alternatifs, peuvent se procurer de l'électricité nucléaire auprès d'EDF à un prix qui est fixé par les pouvoirs publics. Il y a également le client peut choisir librement aussi son fournisseur en passant d'EDF, qui est le fournisseur historique, à un fournisseur alternatif et inversement. On parle ici du principe de réversibilité. Enfin, la loi, elle vient supprimer les tarifs réglementés pour les entreprises qui ont une consommation importante d'énergie. Et enfin, il y a l'obligation des fournisseurs alternatifs d'être en capacité suffisante de production et d'effacement pour satisfaire à tout moment la consommation des clients, et particulièrement en heure de pointe. Et maintenant, on va se concentrer sur un élément assez particulier. Alors, grâce aux parties précédentes, on a un bagage suffisant en termes de législation, en termes de production, qui vont nous permettre d'attaquer la pierre angulaire du problème, ce qui cristallise finalement toutes les tensions, le prix de l'électricité. Le prix de l'électricité, comment est-il fourni? Pour rappel, le prix de l'électricité, on se base sur l'échelle européenne. Ce qu'a dit Ibrahim tout à l'heure, la fameuse équation P égale C, on va le répéter encore, c'est valable non pas seulement pour la France, mais également pour l'Europe. Ça veut dire qu'à tout instant, en Europe, production est égale à la demande. Et le prix est défini par un mécanisme plutôt simple, dont vous avez la définition. C'est le merit order. Le merit order stipule que pour satisfaire la demande, la dernière centrale appelée, ou plutôt son coût de revient, définira le prix de l'électricité. Concrètement, comment ça se passe? On va choisir tout d'abord les moyens de production qui coûtent le moins cher. Donc, je vais y arriver. C'est bon. On va appeler tout d'abord l'éolien. L'éolien, parce qu'une fois construite, le vent ne coûte rien. Pareil pour le photovoltaïque et dans une moindre mesure l'hydraulique. Après, nous aurons nucléaire, charbon, gaz et pétrole. Comment on est arrivé à ces 700% d'augmentation? Eh bien, à l'aube de l'hiver, on dispose de peu de soleil, donc le photovoltaïque est amoindri. Ibrahim en a parlé tout à l'heure également, on a connu un rare épisode de sécheresse cet été et les réserves tardent à se remplir, ce qui limite nos moyens d'appel aux centrales hydrauliques. Reste le nucléaire, me direz-vous. Hélas, le parc français est amputé de moitié de sa capacité à produire en septembre et il n'est pas encore totalement rétabli. Ce qui nous laisse le charbon et le gaz. Et vous commencez peut-être à voir où est-ce que je veux en venir. Claire nous en a parlé. On a beaucoup de tensions sur ces ressources. Et finalement, si on a des tensions, mécaniquement, le prix s'envole. Et si on est contraint de faire appel à ces moyens de production, qui ont déjà des coûts de sollicitation élevés, le prix de l'électricité explose. Et pour tenter donc de répondre à cette crise énergétique, l'État a mis en place des solutions pour limiter les impacts sur les acteurs. On parlait tout à l'heure de l'Arenh. En 2012, c'était 100 TWh qui étaient mis à disposition des fournisseurs alternatifs au prix de 42 € par mégawattheure. Et l'an dernier, c'est 20 TWh de plus qui ont été mis à disposition de ces fournisseurs au prix de 46 € par mégawattheure. Et l'objectif de cet ajustement du dispositif, c'était de permettre aux fournisseurs alternatifs de se procurer de l'énergie, de l'électricité nucléaire à un prix plus faible. Deuxième volet de la solution, le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est plutôt simple. C'est une mesure mise en place par l'État pour absorber l'explosion du coût de l'énergie. On en a parlé, 700%, c'est un chiffre plutôt impressionnant et pourtant, on ne l'a pas vu sur nos factures. Pourquoi? Parce que l'État a pris à charge une partie de l'augmentation du coût de l'énergie. Et c'est une mesure majoritairement destinée aux ménages. Merci Adrien. Alors Grégory, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui a été présenté? Est-ce que tu as des compléments à apporter? Oui, c'était d'une perfection. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter? En fait, déjà, je suis ravi d'être dans une soirée où les gens ont applaudi 700% d'augmentation du prix du gaz. Comme quoi, il y a des gens dans la rue et d'autres qui applaudissent 700% d'augmentation, c'est quand même merveilleux. Ravi d'être là. Je vais faire attention à ce que je dis parce qu'effectivement, vous avez fait venir donc un prof qui écoute France Inter, mais je sais que je suis devant une assemblée. J'ai mis
Je mets une veste quand même pour vous ce soir. Je me suis coiffé. On pourrait imaginer en fait des choses, parce que là vous avez eu le constat, et pour connaître encore 2-3 copains chez EDF, ils sont super contents du nouveau tarif de l'AREN, et ils sont super contents que ce qu'on a financé pendant quelques décennies, qui est le parc nucléaire actuel, soit mis à disposition de fournisseurs alternatifs. Donc quand même, la mission était certes d'avoir une partie de la production nucléaire mis à un tarif qui était censé être coût marginal de production, qui est effectivement la logique du merit order, notamment pour développer des moyens de production. Et d'ailleurs, ils ont développé... ils ont oublié en fait. Ils ont oublié en fait de développer les moyens de production grâce effectivement à ces rentes inframarginales qui leur étaient concédées. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous avez encore chez votre contrat chez Leclerc Énergie, vous l'aurez bientôt plus. C'est fini. Non, parce que Leclerc, ils font des magasins, ils font pas d'éoliennes encore. Mais par contre, je peux vous sortir des choses qui seraient du domaine du dérégulé, parce qu'on peut être quand même pour l'économie de marché. Je vais essayer de vous faire à rigueur 3 propositions qui sortent finalement du contexte, mais en essayant d'être un peu prospectif, ce qu'on pourrait imaginer. Si on est dans une économie de marché, on pourrait imaginer par exemple avoir un système de bourse de carbone. C'est-à-dire que si j'ai un marché du carbone qui évolue, et d'ailleurs c'est le cas, en moins de 2 ans, il est passé de 5 € la tonne à 100 € la tonne. C'est aussi pour ça que des fois on est passé du charbon au gaz. Parce qu'effectivement, il y a eu l'augmentation du prix du gaz. Donc au début, le charbon ne suivait pas trop. Et puis après, comme il y a l'explosion de la taxe carbone, finalement, le coût de production d'une centrale à gaz qui se calcule avec le coût du combustible majoritairement et le prix de la taxe carbone, vu que ça émet beaucoup de carbone quand on brûle du charbon, c'était plus intéressant de passer au gaz. Et puis on a l'explosion du prix du gaz, ce qui fait qu'en fait, on switch de l'un à l'autre. Donc si on a un marché du carbone élevé, une bourse de carbone, ça veut dire que ceux qui ont les moyens de polluer, à la rigueur, ils paieront cher. Et ceux qui sont finalement qui ont des revenus qui sont plus précaires, ils auront une rente qui sera concédée par ceux qui polluent plus. Et ça, finalement, ça sera un mécanisme de marché qui pourrait être intéressant. On pourrait imaginer avoir une moyenne pondérée sur le merit order. Ça veut dire finalement capter une partie des rentes inframarginales sur certains systèmes de production et les redistribuer. Ça éviterait qu'on ait effectivement ces effets du yo-yo. Parce qu'il y a un truc... Alors, je sais que le génie humain créera plein de choses. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à inventer le vent quand il n'y a pas de vent. Après, on est quand même dans un monde dans l'énergie où beaucoup de gens brassent de l'air, mais pour autant, je ne suis pas sûr que le rendement soit super bon. Et enfin, on peut faire une dernière chose, et là vous allez voir, là, c'est le côté France Inter qui va ressortir. On pourrait imaginer finalement, alors peut-être pas à l'échelle nationale, peut-être pas reconstituer un monopole d'État, mais peut-être reconstituer un monopole européen qui négocierait sur les marchés internationaux et sur lequel on arriverait à se mettre d'accord pour éviter finalement de se concurrencer aussi entre pays. Parce que finalement, il y a quand même une concurrence finalement interpays. On concurrence des fois sur de la TVA ou sur certains mécanismes financiers, mais en fait on est aussi des fois en concurrence sur l'énergie, sauf que quand on n'en a pas, et je crois que c'était votre introduction, malheureusement il y a quand même beaucoup de choses qui s'arrêtent de marcher. Là si on arrête l'énergie, vous allez voir que vous allez moins bien m'entendre, ça va être vachement moins visuel, et j'allais vous dire, vous aurez plus de mal à rentrer chez vous, mais vous aurez déjà du mal à rentrer chez vous, mais peut-être pas pour des raisons uniquement d'énergie, même s'il y en a une partie chez EDF en grève. C'est une belle introduction pour la partie suivante. En effet. Donc nous avons vu et peut-être compris quelles étaient les causes et conséquences de cette crise énergétique inédite sur la chaîne de valeur de l'électricité. Alors nous pouvons maintenant nous demander légitimement comment rendre notre industrie plus résiliente face à nos prochains défis et notamment nos crises de demain. Alors cela vous parle peut-être, en termes scientifiques, on parle d'études de stress aux limites, donc c'est-à-dire comment notre société au global va réagir lorsqu'un problème spécifique apparaît. Alors parmi les différents scénarios de crise, certains sont plus ou moins probables et donc plus ou moins étudiés. Dès maintenant, on va en étudier deux scénarios importants. Le premier serait la perte de l'indépendance et de la souveraineté énergétique de la France. Alors c'est un sujet complexe pour lequel il a été décidé de rassembler les grands acteurs de la chaîne de valeur autour d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Elle est en cours actuellement et devrait produire un premier rapport d'ici la fin du mois. Le deuxième scénario est celui du changement climatique. Alors celui-ci, il nous est familier et on a peut-être tous des exemples sur comment il impacte notre vie au jour le jour. Et on pourrait notamment citer Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui disait l'année dernière « L'été 2022 est l'été le plus frais que nous vivons et que nous vivrons pour les 20 prochaines années ». Donc c'est une crise réelle et nous devons voir comment elle impacte notre mix énergétique. Alors nous l'avons vu précédemment avec Henri, la production d'électricité est majoritairement détenue par des technologies bas carbone, que sont le nucléaire et l'hydraulique. Mais allons plus loin.
Cette production d'énergie et cette production d'électricité nécessite de la matière première, que l'on appelle énergie primaire. À ce titre, en France, en 2021, elle est détenue presque de moitié par des énergies primaires carbonées. Vous le voyez sur le diagramme de gauche, principalement du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Finalement, c'est ce pourcentage que nous nous devons de réduire. Alors bien sûr, toutes les technologies produisant de l'énergie sont à un moment donné dépendantes du carbone. On peut d'ailleurs les comparer en analysant les émissions de CO2 produites pour une même quantité d'énergie. Et cette comparaison nous donne que le gaz va émettre 10 fois plus de CO2 que la moyenne des énergies renouvelables, et d'autant plus pour le pétrole et d'autant plus pour le charbon. Ces énergies émettent du CO2. Donc ce CO2 est responsable à 75% des émissions de gaz à effet de serre en France en 2021, suivi du méthane et du protoxyde d'azote. Il faut bien comprendre que ces gaz à effet de serre sont au cœur des impacts sur notre climat, produisant souvent des réactions en chaîne. Alors depuis des années maintenant, on connaît ce phénomène, cette crise climatique, et les scientifiques ont produit des outils et des concepts pour mieux appréhender ce changement climatique. On peut ici en développer deux. Le premier concept serait celui de la décarbonation nominale. Alors, on entend souvent parler de développement durable et de l'expansion des énergies renouvelables pour combattre le changement climatique. Il faut bien comprendre que notre premier objectif, c'est la réduction des émissions carbonées. Ceci doit rester notre premier objectif, notamment pour respecter les objectifs d'ici 2050 de décarbonation. Un deuxième concept important est celui de bilan carbone. Vous connaissez peut-être. Il indique qu'il ne faut pas seulement regarder les émissions finales d'un produit, d'un bien ou d'un service, mais bien analyser l'ensemble de son cycle de vie total pour ensuite proposer des solutions plus pertinentes pour combattre le changement climatique. Alors, on a encore plein d'outils pour analyser ce changement climatique, notamment un schéma qui permet d'analyser les parties prenantes sur les gaz à effet de serre. Donc vous l'aurez compris, ce soir, on va vous parler de beaucoup d'équations différentes. Et donc celle que vous avez sous les yeux a été établie en 1993 par l'économiste japonais Yoichi Kaya. Et elle permet de mettre en évidence le lien entre la quantité de gaz à effet de serre émis par les activités humaines et différents facteurs. Donc en jaune, vous avez les émissions de gaz à effet de serre du mix énergétique. En bleu, vous avez l'énergie nécessaire à la production de biens et de services. En rose, vous avez le PIB par habitant, soit le niveau de vie moyen. Et puis enfin, en vert, vous avez la population. La force de cette équation, c'est qu'elle permet de mettre un lien entre différentes grandeurs que économistes, scientifiques, ingénieurs ou bien encore démographes aiment utiliser chacun dans leur coin. Si on parle de solutions pour décarboner et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est important de se focaliser sur tous les facteurs de cette équation et pas uniquement sur un seul. Je vais donc prendre un petit exemple avec cette équation pour vous illustrer ça. Donc si entre 2020 et 2050, on focalise nos efforts uniquement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du mix énergétique, donc le facteur en jaune, mais que dans le même temps, on a la population qui double, alors l'équation permet clairement de mettre en évidence que les deux facteurs 2 qui sont induits vont se simplifier. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2050 n'auront pas changé. Il s'agit donc d'identifier des solutions transverses à ces différents facteurs. Et fort heureusement, nous en connaissons déjà certaines. Nous avons par exemple la sobriété, l'électromobilité, l'économie circulaire ou bien encore l'efficacité énergétique. Comme l'a dit Camille, des solutions, on en a. Et on va s'attarder un petit peu plus dessus. Ces solutions proviennent de 5 groupes, étatiques ou associatifs, qui se sont positionnés en tant qu'experts sur les questions de décarbonation. Sans plus attendre, allons-y. Tout d'abord, efficacité énergétique et sobriété énergétique. Ce sont des concepts qui vont de pair, mais qu'il ne faut pas confondre. L'efficacité énergétique, c'est pour le même usage consommer moins, tandis que la sobriété énergétique, c'est tout simplement la réduction de l'usage. Pour éclairer un petit peu mon propos, on va prendre un exemple. L'éclairage. Une ampoule LED et une ampoule halogène, on va dire qu'elles vont éclairer de la même façon, pourtant une ampoule LED consommera beaucoup moins. C'est un exemple parfait de l'efficacité énergétique. Quant à la sobriété, ce soir, quand on va sortir de la salle, on va éteindre les lumières. On diminue notre usage. Ensuite, CCS, l'ULUCF. C'est un terme un petit peu barbare, je vais expliquer ça. CCS, c'est Carbon Capture and Storage. C'est tout simplement la capacité artificielle
à retenir du CO2 et à le capter de l'atmosphère. Tandis que l'ULUCF, c'est un petit peu son opposé naturel. C'est Land Use, Change and Forestry. Tout simplement le CO2 qui va être absorbé par les cultures et les forêts. Autre solution, réduire les énergies fossiles. C'est un petit peu la pierre angulaire de ce qu'on présente ce soir. Valentin en a beaucoup parlé. Les énergies fossiles émettent beaucoup de CO2, autant s'en passer au plus vite. Ensuite, les transports collectifs. Camille l'a mentionné à mi-mot. L'électromobilité, par exemple, il est aisé, entre guillemets, d'électrifier les transports en commun. Et en plus, ils ont un taux d'usage nettement plus intéressant que la voiture individuelle. Et enfin, dernière solution, réduire la consommation de viande. Il est bien connu que le secteur agroalimentaire, en tout cas pour la viande, est un secteur important d'émissions de CO2. Donc, au-delà de ces solutions générales, je vous propose qu'on se focalise sur ce graphique qui a été présenté par l'Agence internationale de l'énergie lors du colloque de Paris Reinforce en 2022, auquel nous avons assisté. Eh bien, ce graphique permet de représenter les différentes technologies en cours de développement dans le monde et en France. Et l'intérêt de ce graphique, c'est qu'il permet en fait aux politiques et aux entreprises de miser sur les bonnes technologies qui permettront de respecter l'accord de Paris au plus vite. Donc, par ce graphique, on peut, comme je le disais, comparer ces différentes technologies sur deux axes. Donc, sur l'axe des abscisses, on a l'impact calculé de cette technologie sur la décarbonation. Et sur l'axe des ordonnées, on a la probabilité que cette innovation arrive en retard. Ainsi, on peut distinguer deux groupes. Il y aura en bleu les technologies à fort potentiel et puis en rose les technologies risquées. Et parmi ces technologies à fort potentiel, on peut par exemple citer la performance énergétique des bâtiments, qui est un des axes stratégiques sur lequel notre gouvernement a misé avec ses lois sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis, on peut citer aussi les réseaux smart grids, qui sont des réseaux de distribution intelligents qui permettent une gestion en temps réel. Et à propos des smart grids, on a par exemple Enedis, un de nos clients, qui est le réseau smart grids le plus performant du monde. Parmi les technologies risquées, on peut citer par exemple la fusion nucléaire ou bien encore l'avion à hydrogène. Avion à hydrogène dont je pense vous avez tous entendu parler puisqu'il suscite de houleux débats parmi les experts. Des débats qui sont également suscités sur d'autres technologies plus spécifiques au secteur de l'énergie. Camille, tu nous as parlé de tous les éléments positifs. Merci de me laisser que le négatif, donc je suis désolée si je casse l'ambiance ce soir. On vous a donc parlé de toutes les solutions pour sortir des énergies fossiles. Je vais maintenant vous parler des solutions qui sont controversées. On va s'intéresser plus particulièrement à l'hydrogène et au biométhane, deux solutions pour lesquelles la faisabilité de développement des gaz fait débat. Concernant l'hydrogène, son processus de fabrication industrielle est très carboné. Seulement 5% de l'hydrogène produit aujourd'hui l'est de façon décarbonée. Il va donc falloir mettre en place une transformation complète de son système de production pour répondre aux différents enjeux de tous les secteurs d'activité. Il existe une deuxième controverse concernant l'hydrogène qui est liée au fait que nous sommes toujours en attente des innovations technologiques. On peut penser notamment à l'avion à l'hydrogène, qui est une innovation dont on entend beaucoup parler, mais qui n'a toujours pas vu le jour. En revanche, ces controverses, elles n'empêchent pas un engouement très fort et des investissements importants, notamment en Europe et au Japon. Ce sont des pays qui arrivent en tête des dépôts de brevets liés aux innovations technologiques à l'hydrogène. Concernant le biométhane, donc pour rappel, ce gaz renouvelable, il est produit à partir de déchets issus de l'industrie agroalimentaire. Il comporte de nombreux avantages, des avantages énergétiques, environnementaux ou économiques, notamment pour les producteurs dans le monde agricole. En revanche, si produire de l'énergie devient plus rentable pour les producteurs que de nourrir la population, on a un risque élevé de monoculture dédiée à la production d'énergie et non plus pour répondre à un des besoins primaires de la population qui est de se nourrir. On a une deuxième aussi controverse pour le biométhane qui est liée à son processus de fabrication. Fabrication qui est faite par méthanisation. Et pour mettre en place la méthanisation, on va avoir besoin d'investissements de départ très élevés et une expertise forte pour éviter des risques de pollution, des sols ou des eaux. Quoi qu'il en soit, si le développement de ces deux gaz, aboutissent,
GRDF aura un rôle assez important à jouer justement dans l'injection de ces gaz dans son réseau de distribution. Et pour ça, on va compter sur Benjamin. Alors du coup, on a vu qu'effectivement, on est dans une ambiguïté entre des ressources qui sont finies, qui ne sont pas infinies justement dans leur gestion. On a des solutions qui ne sont pas matures, on a des solutions qui sont controversées. Qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à nos ambitions de transition énergétique ? Bonne question. Vous m'avez applaudi au début, ça ne veut pas dire que vous m'applaudirez à la fin. Ça, c'est l'avantage quand on intervient comme ça, on nous applaudit au début. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Alors, ça a été dit, mais alors, il faut se rappeler de P égale C. Ça, vous l'avez noté. On a P égale C, puis on a un autre truc, c'est pourquoi on nous dit toujours qu'il va falloir baisser notre consommation d'énergie, notamment fossile. C'est que la majorité de nos émissions de CO2, c'est lié à la combustion des énergies fossiles. Est-ce que vous avez une petite idée ? Et alors, a priori, vous faites des applaudimètres, de combien de barils par jour on consomme à l'échelle mondiale, par jour ? Combien dirait, on peut le faire à l'applaudimètre, je vais tenter des chiffres, 1 million. En même temps, personne ne sait combien il y a de litres dans un baril. 10 millions. 100 millions. 1 milliard. Oui, je vous tentais. Hein. Ouais, c'est 100 millions, il y a 159 litres et quelques, c'est un truc anglo-saxon, donc c'est pas un chiffre rond. On va dire 160 fois 100 millions, ça fait 16 milliards. Impressionnant, hein. 16 milliards de litres par jour. Pour arrondir, on a à peu près 8 milliards. 16 milliards divisé par 8 milliards, ça fait 2. Ça veut dire qu'en moyenne, on boit 2 litres de pétrole par jour et par personne. C'est-à-dire aussi qu'on boit plus de pétrole que d'eau. Un peu plus inégalement réparti. Mais donc ça veut dire que majoritairement notre enjeu de la décarbonation, c'est d'abord ces énergies, notamment les énergies fossiles. Quand on a dit ça, c'est aussi le budget carbone. Je ne sais pas si le terme budget a été utilisé. On émet à peu près 35 milliards de tonnes de CO2 par an. 50 milliards quand on raisonne CO2 équivalent avec réduire la consommation de viande, effectivement, pour la partie méthane. Ça dépend de quelle viande on parle aussi. Ce qui est bien, c'est que, en fait, il nous reste à peu près une dizaine d'années, allez, pour arrondir en ordre de grandeur, pour atteindre les 1,5 degré. Et je pense que si on se bat bien, on peut aller plus vite. Sauf que c'est l'objectif pour 2100. On a enfin un objectif commun. Pour les 2 degrés, faites facteur 2. Allez, on va se dire qu'on a à peu près 20 ans. Donc avec un peu de chance, quand je serai pas très loin d'être à la retraite, ça peut encore bouger. Hein. Il y aura peut-être 2, 3, 49, 3 entre deux. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que pour les jeunes que j'ai aujourd'hui, 20 ans, ils en ont 40, finalement, ils y seront déjà. Et pour mes enfants qui sont relativement jeunes, à peu près 5 ans, en fait, quand ils auront peut-être en moyenne... Vous avez dit la moyenne tout à l'heure, vous ne m'avez pas dit la médiane. Ouais, c'était la moyenne, la médiane. Je me dis, tiens, donc mes enfants, donc une partie peut-être de vos enfants, pour vous, ceux qui en auront ici prochainement, en fait, ils y seront déjà. Mais la bonne nouvelle, elle arrive maintenant. C'est pour ça qu'on parle de double contrainte carbone. La première contrainte carbone, c'est effectivement la contrainte climat. Si on doit le faire, c'est pour la question climatique. Mais la deuxième contrainte, c'est aussi celle-là. Aujourd'hui, on consomme à l'échelle mondiale à peu près 58 milliards de barils équivalents pétrole. Pourquoi on parle en baril équivalent pétrole ? Parce que pour du pétrole, le baril équivalent pétrole, c'est un baril de pétrole. Mais par contre, quand on parle de gaz, c'est son équivalent en termes de densité calorifique. Si vous n'avez pas compris cette phrase, dites-vous, tiens, le gaz, c'est comme du pétrole en équivalence. C'est pas totalement vrai, mais ça correspond. Par contre, vous arrivez à faire 23 plus 35, ça fait 58. J'espère que je n'ai pas poussé les ingénieurs dans leur retranchement. Ça, c'est ce qu'on consomme chaque année. Et ça, c'est ce qu'on trouve chaque année. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chiffres que vous voyez là chaque année, ils sont vachement inférieurs à 58. On est d'accord là-dessus, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Reichstadt. Ça veut dire que dans un monde où on trouve beaucoup moins que ce qu'on consomme, a priori, ça pourra poser problème. J'avoue que c'est une leçon de physique assez pointue. Mais donc, quand on fait le focus à l'échelle de la France, c'est la stratégie nationale bas carbone. Vos collègues en ont parlé brillamment. Aujourd'hui, on consomme un peu d'énergie fossile. En France, c'est 80% à l'échelle mondiale, c'est 60% à l'échelle nationale. On a un mix énergétique un petit peu différent. Mais vous savez, on vous dit toujours, on va électrifier.
Vous savez, on dit toujours on va plus électrifier, on va passer du véhicule thermique au véhicule électrique. D'ailleurs, préparez-vous parce que vous parlez encore en chevaux, mais vous êtes devant une génération qui va arriver qui vous parlera de voiture en kilowatts. Il va falloir faire des conversions. La formule, c'est P égale MGV, ça peut vous être utile. 25%, un quart de 1600, ça fait 400 TWh. Jusque-là, vous suivez. 55%, allez, je vais arrondir à 50. De 930 TWh, on va dire de 900, la moitié de 900, ça fait 450. Est-ce que dans la stratégie nationale bas carbone, est-ce qu'on a prévu de produire beaucoup plus d'électricité ou d'en consommer beaucoup plus en France en 2050 ? Bah, pas franchement, en fait. Je souhaite bon courage à tous ceux qui sont basculés aux véhicules électriques. Profitez-en tant qu'il y a du courant. Il y aura effectivement un petit peu de gaz décarboné, mais là, vous voyez, on veut arrêter, sortir des énergies fossiles. Va enfin falloir passer à l'eau. Ça va être plus sympa. Et vous pouvez encore tremper un petit peu votre côte de bœuf dans le café le matin. Mais d'ici quelques années, ça devrait aussi se calmer parce que souvent, la viande, elle vient de loin. D'ailleurs, on ne mange pas du bœuf, on mange de la vache. C'est vrai ? C'est rare de manger du bœuf. On mange de la vache, c'est la laitière. Une bonne vie de vache. Merci Grégory. Avec grand plaisir. C'était la transition, on avait préparé ça ensemble. Du coup, maintenant, je vais vous proposer d'explorer du coup les solutions développées par nos clients qui participent du coup à la décarbonation. Donc, on va se focus sur 3 entreprises, donc RTE, Enedis et Engie. Donc, c'est uniquement des exemples qu'on a pris pour cette conférence et évidemment, tous nos clients MC2I sont investis dans les solutions de décarbonation. Donc, la première solution, c'est l'accélération de la transition énergétique grâce au réseau. Donc ça, c'est la volonté des entreprises de transport et de distribution qui vont passer par 3 axes que vous pouvez voir juste au-dessus pour atteindre cet objectif. Donc tout d'abord, on va passer par l'optimisation du pilotage du réseau. Donc en effet, on sait qu'il est vraiment primordial d'adapter notre mix énergétique pour qu'il soit décarboné en 2050. Donc pour ça, on peut citer le fait que RTE cherche à gérer une production intermittente et à s'adapter du coup aux nouvelles géographies de production. En deuxième axe, on peut dire que ces entreprises cherchent à éclairer les pouvoirs publics. Donc comment ils vont s'y prendre ? Et en fait, ils rédigent des documents du coup à destination des collectivités avec toutes les possibilités et les volontés d'optimisation du réseau et tous les bilans prévisionnels du coup pour 2035. Et enfin, leur dernier axe pour atteindre cet objectif, ça va être d'éclairer les consommateurs. Donc vous en avez déjà entendu parler dans la conférence, on va reparler d'EcoWatt, donc l'application avec les alertes orange et rouge. Donc c'est une application qui va permettre d'informer sur l'état du réseau électrique, mais elle a un double objectif. En fait, c'est également son objectif de responsabiliser les citoyens, comme vous et moi, qui puissent du coup adapter vos gestes en cas de surcharge du réseau. Pour appuyer ces 3 axes, on peut citer l'intervention de Xavier Piéchazic à l'Assemblée nationale, qui a pu du coup s'exprimer pour éclairer les pouvoirs publics du coup sur les politiques de transition énergétique et du coup qui va pouvoir influer du coup sur les potentiels prochains investissements pour le réseau futur. Et en deuxième solution, on va parler du biométhane. Donc maintenant, vous en avez déjà parlé, mais du coup, c'est un acteur primordial en solution de décarbonation. En effet, en plus d'être un exemple de l'économie circulaire, c'est une solution qui va permettre considérablement de décarboner le chauffage. Donc ça va être un acteur majeur. Donc on peut citer Engie, donc avec sa filiale Engie Biose, qui développe, finance, construit, exploite des unités d'injection de biométhane dans le réseau du gaz français. Et on peut citer également GRDF qui va également jouer un rôle majeur dans cette solution. Donc nous avons vu ensemble différentes solutions qui sont mises en place chez certains de nos clients. Et on peut se poser la question, en quoi ceci nous concerne, nous, MC2I, cabinet de transformation digitale ? Eh bien, tout simplement, cela crée un nouveau marché sur lequel nous pouvons nous positionner et sur lequel vous pourriez, à tout moment, intervenir en mission. Et justement, voici un exemple de mission sur lequel nous sommes intervenus, donc chez Engie Digital. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Engie Digital, il s'agit de la société de logiciels d'Engie qui développe une dizaine de solutions clés en main de décarbonation.
Et donc parmi elles, nous avons la plateforme Ellipse, qui est une plateforme permettant de faciliter la décarbonation via la visualisation de différents indicateurs. Donc on a des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre, on a également une mesure du retour sur investissement des projets de décarbonation, et puis enfin on a la modélisation des scénarios futurs afin d'aider les entreprises à améliorer leur prise de décision pour décarboner. Et donc nous sommes intervenus en tant que product owner sur cette plateforme et avons assumé les actions de cadrage et puis de priorisation des besoins afin de coller au mieux des désirs de l'entreprise et des métiers pour décarboner. Enfin, on va s'intéresser à ce que MC2I a pu mettre en place en interne pour répondre à ces différents enjeux. Donc la décarbonation, c'est un sujet qui est pris très au sérieux par MC2I. Le cabinet possède entre autres différents labels, comme celui d'EcoVadis, qui évalue la stratégie globale RSE d'une entreprise. MC2I a aussi mis en place des ateliers comme celui de la fresque du climat ou celui de la fresque du numérique, des ateliers auxquels vous avez déjà pu participer et qui ont participé à votre sensibilisation. On propose à nos clients une offre numérique responsable et cette offre elle est également développée au sein de notre club innovation. Pour aller plus loin, MC2I s'est aussi fixé des objectifs à 5 ans que vous pouvez voir apparaître à l'écran. Et la société a fait calculer son bilan carbone et donc grâce à vous, grâce à vos gestes quotidiens, le bilan carbone des collaborateurs MC2I est 4 fois inférieur à celui des entreprises de même taille du même secteur. Pour cet effort, je pense que vous pouvez vous applaudir. Et pour aller plus loin, MC2I a mis justement, a ouvert à l'auto-inscription les ateliers de la fresque du climat et l'atelier de la fresque du numérique sur MyRH. Donc si vous n'y êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous y inscrire. On a mis aussi à disposition un MOOC numérique responsable. Donc pareil, je vous invite à vous y inscrire parce que pour rappel, pour atteindre justement ces objectifs de décarbonation, la sensibilisation est un élément clé. Alors cette présentation est désormais terminée. On va passer aux questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Tu y vas ? Ouais, Julien va. Ouais, là c'est bon. Moi, je reviens sur un élément tout à l'heure. On parlait de l'AREN, le passage de 100, je crois, 100 Tera à 120. Alors, en fait, j'ai pas bien compris l'intérêt de cette mesure. En fait, à un moment donné, on parlait de 100 passage à 100 à 120. En fait, donc je crois que c'était Ibrahim qui était à ce moment-là. Je sais pas si la question c'est toi qui peux y répondre, mais globalement, je ne vois pas en fait l'intérêt d'ouvrir. Pourquoi finalement on n'a pas laissé l'opérateur national couvrir les 20 en fait, puisque la production elle était quand même nationale à l'origine. Donc pourquoi on se dit qu'on ouvre cette tranche aux fournisseurs alternatifs? Qu'est-ce que ça change dans l'équation à ce moment-là en fait? J'ai pas compris ça. Bon, c'était pas moi qui avais présenté la partie arène, mais bon, je le fais quand même. Et Sarah, si t'as des choses à ajouter, n'hésite pas. Initialement, on était à 100 TWh. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que, vu la flambée des prix, etc., il y a eu beaucoup de fournisseurs qui ont été, qui ont fait bankrupt, quoi. Il y avait Green Yellow, une partie de Green Yellow, non, peut-être pas, non. Declair, non. En tout cas, il y avait beaucoup de fournisseurs. J'ai pas les noms là, mais quand l'État a vu ça, ils se sont dit que ça manquait. Les fournisseurs n'arrivaient pas à acheter au prix du marché, car c'était très élevé. C'était les 700% dont parlait Sarah, et donc il y a eu les 20 TWh en plus. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est assez controversé. Qui en profitaient à Total et Engie. Et... Exactement. EDF perd, mais elle a été nationalisée, donc finalement c'est l'État qui perd, mais ça a profité aux différents fournisseurs. EDF fait du bénévolat auprès de ses concurrents. Voilà. Bon, si tu as des choses à ajouter, Grégory ou Sarah, allez-y.
Non, mais la question, elle est complètement légitime. En fait, si vous placez du côté d'EDF, ils n'ont pas compris. Hein. Enfin, vous connaissez l'adage, hein, on privatise les gains, on mutualise les pertes. On est clairement là-dedans. Donc, effectivement, quand le prix de l'électricité était bas sur le marché, parce que l'ARENH, c'est un stock qui est mis à disposition, mais entre guillemets, il n'y a pas de contrainte à dire qu'il faut acheter les 100 ou les 120 TWh. Donc, quand le prix sur les marchés de gros est inférieur à la valeur de l'ARENH, on va les privés, je veux dire ça comme ça, vont se servir sur les marchés de gros. Quand il y a eu la flambée, notamment sur le spot, où là, c'était devenu un tarif intenable, à un moment, on a touché les 1000 € du mégawattheure. Là, bizarrement, on aimerait bien un peu plus d'ARENH. On est même prêt à mettre 4 centimes de plus du mégawattheure. Et là, EDF a dit, pas de problème, on n'a pas le choix. Ah oui, c'est qui l'actionnaire? C'est l'État. Ah, c'était vraiment surtout parce que là, après, finalement, là, on commence à rentrer dans de la politique, hein, disons-le clairement. C'était à la demande des fournisseurs alternatifs qui avaient besoin, en fait, de ces 20 TWh pour essayer, effectivement, de ne pas faire banqueroute, hein, pour reprendre le terme, et donc à un tarif déterminé qui était bien inférieur au prix de marché sur le marché spot ou même sur le futur marché de gros. Si ça pouvait. C'était vraiment en complément, j'étais complètement d'accord avec la base de la réponse. D'autres questions dans la salle? Non, c'était... Ah, vas-y. C'est une question assez générique et macroéconomique. Alors, au niveau mondial et au niveau français, européen, qu'est-ce que vous pensez du business de l'hydrogène ? C'est bien. Les premiers qui m'ont demandé d'intervenir, c'est rigolo, c'est l'école super-héros. Greg, qu'est-ce que tu penses de l'hydrogène? Vous travaillez avec Airbus, non? Ça a été dit. En fait, aujourd'hui, la majorité de l'hydrogène est produite par vaporéformage de méthane, vrai process industriel. Et donc, en fait, quand vous mettez du CH4 avec de l'H2O, vapo, a priori, derrière, ça fait du CO2. Ça, c'est un process chimique, en fait, on ne changera pas. Soit vous pouvez faire effectivement donc, de l'électrolyse de l'eau. D'ailleurs, c'est toujours intéressant quand les gens vous disent on va faire de l'électrolyse de l'eau. Il n'y a personne qui vous parle d'électrolyte. Excusez-moi, ça touchera peut-être un peu les chimistes, mais en fait, ça ne s'électrolyse pas de l'eau pure. Il faut un électrolyte. Donc, il faut produire, je sais pas, un NaCl, du sodium, du chlore, l'un ou l'autre. Et ça, c'est un coût également sur le marché. Donc, de toute façon, et si vous regardez en plus la chaîne de conversion de l'hydrogène, vous arrivez à peu près entre la ressource primaire et ce que vous avez en bout de chaîne de conversion à quelque chose autour de 20%. C'est quand même un super rendement, hein. 20%. C'est moins bien que les moteurs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va réussir à créer une filière rentable? Oui. Il suffit d'augmenter légèrement le prix de l'électricité. Et donc, derrière, concomitamment, de l'ensemble des énergies, finalement. Donc, est-ce que je crois franchement à l'hydrogène? Dans certains cas, notamment dans des process industriels, notamment on parlait pour la production d'acier, par exemple. Là, il y a quelque chose. Honnêtement, pour les véhicules, d'ailleurs, enfin, les constructeurs automobiles, pour les véhicules légers, ils en parlent déjà quasiment plus. Peut-être un peu pour du fret routier qu'on aura du mal à contracter. Honnêtement, l'avion à hydrogène, oh, c'est beau quand même. Franchement. Moi, à chaque fois que je vois ça dans une pub ou un politique en parle, je me dis, qu'est-ce que ça va être bien quand je serai mort. Donc non, je vais être honnête, ma posture, parce qu'après, il y a des sauts technologiques qui sont difficiles encore à anticiper. Mais aujourd'hui, dans la connaissance qu'on a actuelle, vous voyez, quand je voyais tout à l'heure le graphique à l'avion à hydrogène, c'était bien, parce que dans le plus dur, c'était encore la fusion nucléaire. Non, c'est pas que c'est plus incertain, hein, c'est juste que de toute façon, ils nous avaient dit, les chercheurs, hein, avant 2080, 2100, on n'aura pas. Donc est-ce qu'ils sont en retard? Non. C'est juste que c'est pas dans la temporalité qui nous intéresse. C'est tout. Mais sinon, pour nos arrière-petits-enfants, ce sera sympa, les centrales à fusion, les small modular reactors, comme ils aiment bien dire. Ça va être sympa. Next. Du coup, est-ce que je peux compléter la question avec ce que vous pensez du rendement de l'hydrogène? Vous voulez que je détaille le rendement? Est-ce que ça a un sens économique? Ah bah aujourd'hui, non. En fait, c'est pas compliqué. Plus on avance dans l'énergie, plus les rendements se dégradent. Vous aviez un truc qui était génial, qui est quand même le pétrole, densité calorifique exceptionnelle, le gaz c'est bien aussi, en même temps ça se trouve à peu près au même endroit. Le nucléaire, c'est intéressant parce que d'ailleurs ils vous ont parlé en énergie primaire, on a l'impression que le truc numéro 1 c'est le nucléaire qu'on consomme. Alors
Oui, si on raisonne primaire, mais parce qu'en fait, pourquoi c'est aussi gros? C'est parce que vous avez un rendement de centrale qui est à 30% au passage. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de nucléaire et qu'effectivement, après, on peut compter en fait les mégawattheures thermiques en se disant, bah tiens, c'est vrai que ça fait un peu de vapeur d'eau qui sort des aéroréfrigérants. Et donc derrière, vous en arrivez ensuite à l'éolien, le photovoltaïque. Là, les rendements se dégradent encore. De toute façon, vous avez des limites physiques, la loi de Besse qui fait que le rendement ne sera jamais au-dessus de 60%. On améliorera peut-être un peu les facteurs de charge. On le voit d'ailleurs sur l'éolien offshore. On passe de 40. Bureau Veritas est en train de faire une certification à 65% d'une dernière éolienne. Et ensuite, vous avez l'hydrogène. Et si vous passez effectivement par de l'électrolyse, je vous dis, vous arrivez à 20% de rendement entre la conversion de départ, donc je transforme de l'électricité en hydrogène, ensuite il faut que je le stocke, il faut que je le compresse, ensuite il va falloir que je le fasse passer par une pile à combustible, et puis ensuite ça va me produire de l'électricité. Honnêtement, quand vous faites la chaîne de conversion, ben voilà, vous êtes à 20%. Donc la rentabilité économique, il n'y en aura pas, mais c'est comme la reine. On arrivera, je pense, à mutualiser les pertes. Du coup, je vais vous proposer qu'on finisse les questions avec un petit verre derrière. Comme ça, vous allez pouvoir nous poser à tous les questions. Et j'en profite justement pour féliciter tous les contributeurs à cette conférence. Bravo pour le travail. Et merci, merci Maïva. Et merci Grégory aussi pour être venu nous éclairer, apporter des compléments par rapport à tout le travail qui a été mené par les membres du club. Et puis merci aussi Marion et tes équipes pour l'organisation de l'événement de ce soir. Et merci à tous d'être venus pour venir nous écouter. On se retrouve au même endroit par lequel vous êtes arrivés. Un, deux.